Bien, donc on va commencer sur cette question grave et préoccupante de la crise des dettes souveraines en Europe. Alors, je dois tout de suite vous dire que je ne suis pas un spécialiste de cette question. Je m'y suis intéressé à la demande de Cécile. Et effectivement, je crois que c'est une excellente chose pour n'importe quel économiste de consacrer du temps à essayer de voir en quoi consiste cette crise et qu'est-ce qui se passe. Donc je vais vous proposer un diagnostic, je dirais un déblayage de terrain pour vous donner une idée de la nature, de l'ampleur de la crise, ainsi qu'une tentative modeste d'explication synthétique de cette crise. De nombreux éléments très complexes ne pourront pas du tout être abordés parce que c'est une crise sur laquelle on pourrait s'étendre pendant des heures et des jours même. Mais donc, je vais vous convier au fond au cheminement que j'ai suivi depuis quelques mois quand je me suis intéressé à cette question. En commençant par le début. Donc de quoi est-ce que l'on parle ? On parle de la zone euro, bien entendu, 17 États membres, de l'Allemagne à la Slovénie par ordre alphabétique. La zone euro n'est pas la seule touchée, bien entendu. Vous avez les pays de l'Union européenne qui n'utilisent pas l'euro, donc de la Bulgarie à la Suède. Vous avez un certain nombre de pays, ici 3, qui sont en MCE, c'est-à-dire au mécanisme du taux de change européen. Donc ce sont des pays qui n'ont pas l'euro comme monnaie, mais dont la monnaie est fixée à l'euro, enfin le taux de change entre leur monnaie et l'euro ne doit pas dépasser une certaine limite, je crois que c'est 15%. Donc il y a une fixation des taux de change pour ces 3 pays, et puis les autres pays ont leur propre monnaie, qui n'est pas particulièrement liée à l'euro. Ensuite, vous avez les pays non membres de l'Union européenne, bien entendu, dont on parlera aussi en point de comparaison. La Suisse, la Norvège et l'Islande parmi les pays riches, et puis vous avez évidemment tous les pays des Balkans qui ne font pas partie de l'Union européenne. Le Monténégro utilise l'euro comme monnaie, mais n'est pas membre de l'Union européenne et donc encore moins de la zone euro. On se trouve donc dans ce contexte avec en bleu les pays de la zone euro, en orange les pays au mécanisme de taux de change européen, en rouge, les pays de l'Union européenne qui ne font pas partie de la zone euro, et puis en blanc, les pays qui sont carrément hors Union européenne. Entrons maintenant dans le vif du sujet de la dette publique. Alors, quand on parle de la dette publique, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de ce qu'on appelle, dans les textes officiels, la dette publique au sens de Maastricht. Qu'est-ce que c'est que la dette publique au sens de Maastricht ? Elle se compose de la dette des administrations publiques centrales, des administrations publiques locales et des administrations publiques de sécurité sociale. Les caractéristiques, pour comprendre de quoi on parle, il est absolument indispensable de comprendre qu'on est en train de parler d'une dette brute, explicite et consolidée. Alors, la dette brute, ça signifie qu'en fait, on ne soustrait pas de la dette les actifs financiers ou physiques des États. Par exemple, l'État français possède des actifs, il possède un patrimoine gigantesque, bien entendu, des musées, le palais de Versailles, tout ce que l'on voudra. Bon, ça n'est pas pris en compte pour contrebalancer la dette. Quand on fait le calcul de la dette nette, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en contrepoint, je dirais, l'endettement public et les actifs financiers, évidemment, on aboutit à des chiffres tout à fait différents, et peut même aboutir à un excédent de richesse. C'est-à-dire que les actifs financiers physiques d'un État peuvent dépasser sa dette publique. Sauf que les fameux actifs financiers physiques, ils sont parfois difficiles à évaluer. Le patrimoine de l'État, il ne peut pas s'amuser à le vendre entièrement d'un seul coup, sinon la valeur va chuter, etc. Donc, il est vrai qu'avec les actifs financiers physiques des États, on a des problèmes d'évaluation. Donc, ici, ils ne sont pas du tout pris en compte. On prend uniquement la totalité de la dette sans du tout tenir compte des contreparties en termes d'actifs qu'on pourrait éventuellement prendre en compte. Alors la dette explicite, c'est une dette explicite ici, donc qui ne tient compte que des engagements contractuels explicites de l'État.
Donc la grande exception, ce qui ne va pas être pris en compte dans cette dette au sens de Maastricht qu'on étudie, etc., dans le cadre de cette crise, ce sont par exemple les futures retraites des fonctionnaires. L'État va devoir payer les retraites des fonctionnaires d'une façon ou d'une autre, mais il n'y a pas un contrat explicite entre, par exemple, l'État français et les fonctionnaires disant que voilà, vous partez à la retraite à telle période, vous toucherez tant, etc. Ce contrat n'existe pas. Il existe d'autant moins qu'on sait qu'en ce moment, les montants des retraites, les dates de départ à la retraite, tout ça va fluctuer. Il n'existe aucun contrat explicite sur les futures retraites des fonctionnaires. Donc, les futurs paiements des États, de tous les États, pour ces retraites de fonctionnaires, ne sont pas pris en compte parce que ce sont des contrats implicites, disons. D'accord ? Là, on prend uniquement les véritables dettes explicitées dans des contrats. Et il s'agit d'une dette consolidée, donc ça c'est facile à comprendre. Lorsque vous avez plusieurs administrations différentes dans un même État qui se doivent de l'argent les unes aux autres, on ne tient pas compte, bien sûr, de ces endettements ou de ces crédits. Donc une dette brute, explicite et consolidée, voilà ses composantes, et c'est ce qu'on appelle la dette publique au sens de Maastricht, et c'est ça qu'on étudie dans le problème de la dette souveraine. On va voir toutes les statistiques portent sur cette définition. Alors du point de vue statistique en France, c'est l'INSEE qui va donc construire l'agrégat statistique de la dette publique, et dans les différents pays européens, les organismes statistiques correspondants, suivant la même méthodologie, de façon à ce qu'on ait des chiffres dans toute la mesure du possible comparables, les différents pays vont produire la statistique de la même façon, avec la même méthodologie, et ces statistiques vont être ensuite compilées au niveau européen par l'organisme Eurostat, et c'est là qu'on trouve effectivement toutes les statistiques sur la dette publique et puis sur beaucoup d'autres domaines. Donc on va regarder de plus près ces dettes publiques, mais avant, je rappelle brièvement les fameux critères, les critères de Maastricht. Il y avait deux critères célèbres relatifs à la dette publique. Le déficit annuel était censé être inférieur à 3% du PIB et la dette cumulée inférieure à 60% du PIB. Bien entendu, aujourd'hui, enfin l'année dernière, en 2011, puisque 2012 n'est pas tout à fait terminé, on n'a pas les statistiques complètes, dans la zone euro, il n'y avait que deux pays qui satisfaisaient les fameux critères. Il n'y avait que la Finlande et l'Estonie. Et dans l'Union européenne, hors zone euro, il y avait trois pays qui satisfaisaient ces critères, donc le Danemark, la Suède et la Bulgarie. Vous voyez que ces critères qui avaient été prévus comme étant des critères finalement relativement faciles à atteindre, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne ne les atteint. Je dirais en zone euro, bon, l'Estonie, c'est un cas un petit peu particulier. Les pays de l'Est, d'ailleurs, je n'en parlerai pas. Hein. Je vais le redire juste après. Mais pratiquement, c'est que la Finlande, quoi. Alors, je vais vous présenter donc les différentes dettes publiques en me limitant aux pays d'Europe occidentale, puisque c'est vrai que les pays d'Europe centrale orientale, avec leur passé communiste, ils ont toute une histoire, ils ont des profils d'endettement très fortement différents de ceux des pays d'Europe occidentale, et puis de toute façon, cette crise concerne essentiellement les pays d'Europe occidentale. Donc je me limite aux pays d'Europe occidentale, et je vais commencer la présentation par les pays de la zone euro, ensuite les pays de l'Union européenne hors zone euro, puis Europe occidentale hors Union européenne. Donc on passera en revue comme ça l'ensemble des situations. En ce qui concerne la France, dette publique en pourcentage du PIB, donc dette publique, dette au sens de Maastricht, on a vu tout ça, toutes les caractéristiques, la voici. J'ai repris les données de 2004 à 2011 à travers l'organisme Eurostat. Donc. On voit que on avait un profil ici de dette cumulée à peu près 64,2%. On a ici la crise en 2008, j'ai mis une colonne bleue, je ne sais pas si ça se voit pas tellement. Enfin bon. Donc là, on a la crise, hein, et effectivement, on voit que la dette publique augmente d'à peu près 20 points suite à cette crise, hein, et qu'on est encore dans une période d'augmentation de cet endettement. Comparons maintenant avec l'Allemagne. Je reprends ici le profil de l'endettement français. Et voici l'Allemagne. Donc en fait, on s'aperçoit que le profil d'endettement de la France est tout à fait similaire à celui de l'Allemagne. Si ce n'est que l'Allemagne était un tout petit peu plus endettée
avant la crise et il a été un peu moins après. Donc l'Allemagne a mieux supporté le choc de la crise et je ne sais pas si on aura le temps de regarder les chiffres du taux de chômage. Effectivement, le taux de chômage en Allemagne est beaucoup plus faible et il a même baissé pendant la crise. C'est-à-dire, alors que dans tous les pays de la zone euro, disons, le taux de chômage augmentait, en Allemagne, il avait tendance à baisser. Donc l'Allemagne a effectivement beaucoup mieux résisté que la France à la crise. Ceci dit, on voit que le profil d'endettement est à peu près le même. Comparons maintenant avec la moyenne de la zone euro. Donc là, je reprends la France, l'Allemagne et la zone euro. Et on s'aperçoit qu'en fait, la France et l'Allemagne ont un profil d'endettement, au cours du temps, tout à fait représentatif de la moyenne de ce qui s'est passé dans la zone euro. Nous sommes des pays tout à fait typiques, si on peut dire, on est dans la moyenne. Alors maintenant, on va passer en revue les autres pays. Les pays touchés. La Belgique. Alors, bon, j'ai oublié de le signaler, mais je pense que c'est visible sur le graphique. Hein. Donc, en haut, vous avez les 100% du PIB. Alors, la Belgique, on peut le dire tout de suite, a un profil d'endettement ici qui est assez typique et qu'on va retrouver en fait dans beaucoup d'autres pays de la zone euro, et même d'ailleurs. C'est-à-dire que dans la période qui a précédé la crise, on est dans une phase de désendettement au fond. Et la crise conduit à un réendettement et à un retour en quelque sorte au niveau initial. Si on veut évaluer le choc de la crise, je pense qu'il faut éventuellement, vous voyez, prolonger ici la tendance qui était décroissante et on s'aperçoit qu'effectivement, là, le choc de la crise, si on compare avec le plus bas, le point le plus bas en 2007, bon, il est important, mais pas extraordinaire, là, il y a moins de 10 points, mais si on compare avec la tendance à la baisse qui existait avant la crise, le choc est en fait tout à fait considérable. Enfin, beaucoup plus important, au moins doublé. Donc voilà pour la Belgique. L'Autriche. Alors l'Autriche, c'est un petit peu la même chose, si ce n'est que le choc est quand même plus important qu'en Belgique. Hein, on voit que l'augmentation est plus significative. Voilà l'Autriche. Les Pays-Bas, donc évidemment, on descend à chaque fois, donc on a des pays qui sont globalement de moins en moins endettés. Mais on voit que les profils d'endettement sont tout à fait similaires. Alors les Pays-Bas ont quand même été fortement touchés ici par la crise. Hein. Au départ, ils étaient à peu près à 50%, ils atterrissent, même avec une tendance à la baisse, ils atterrissent à 65,5%. Et la Finlande, dont on a parlé tout à l'heure, qui respecte effectivement le critère de Maastricht. Hein, on voit qu'elle est à moins de 60% ici, alors que tous les autres sont au-dessus. Avec un profil tout à fait similaire. On passe maintenant aux pays fortement touchés. En commençant par, on peut dire presque le plus touché de tous, si on accepte peut-être la Grèce, c'est-à-dire l'Irlande. Hein, l'Irlande avait un endettement vraiment relativement faible. Elle était aussi en phase de désendettement, très léger, mais quand même. Et là, on voit que la dette cumulée a quadruplé en l'espace de quelques années. Et on est passé au-dessus des 100% du PIB. Donc là, on est dans un autre profil que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des profils effectivement de désendettement et on revenait grosso modo, on redépassait le niveau initial. Mais bon, globalement, on n'avait pas énormément changé. Là, on a des changements tout à fait considérables. L'Espagne. Alors l'Espagne, 36 à peu près au point le plus bas jusqu'à 68. Donc là, on a un doublement de la dette. Hein.